Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. 800 milliards d'euros, voilà la somme que veulent consacrer Van der Leyen et Macron pour une fausse guerre en Ukraine qui s'est d'ailleurs terminée lundi avec un cessez-le-feu pour 30 jours. Alors sont-ils sourds, n'ont-ils pas eu l'information? Peu importe. Ce qu'il faut retenir est que l'ambition destructrice de ces deux personnes n'est plus qu'un mauvais souvenir, oui, qui vient s'ajouter évidemment à la liste des autres. Bonsoir et bienvenue à vous dans La France Libre, une émission du Conseil national de transition français Canal Historique, avec Jean-Pierre et Philippe et vous-même, messieurs, dames. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tout le monde, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Alors effectivement, on peut rebondir sur l'introduction que vient de nous donner Sylvain. Alors effectivement, lundi, il y a eu un accord de cessez-le-feu qui a pris de court absolument tout le monde, et surtout les Occidentaux, c'est-à-dire les Européens de l'Ouest, en particulier M. Macron, qui avait, comme un seul homme, pris le même verbe que M. Zelensky, qui ne voulait absolument pas négocier quoi que ce soit. Et donc l'Europe de l'Ouest ne voulait absolument pas négocier quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'il y ait volte-face de la part de M. Zelensky qui dit finalement je suis d'accord. Alors il est d'accord, mais il faut quand même savoir que la veille du jour où il a dit qu'il était d'accord, il a envoyé 347 drones, je crois, si je me trompe pas. 337, ouais. 337 drones à Moscou. Pas pour visiter Moscou, mais pour bombarder, lâcher des bombes sur les gens. Donc il y a eu des morts, tout simplement. Donc, qu'est-ce que vous penseriez de quelqu'un qui vous bombarde et qui le lendemain vous propose un armistice ou un cessez-le-feu, quelque chose? Je pense que vous en penseriez pas du bien. Je pense que M. Trump n'en pense pas du bien non plus. Monsieur Poutine encore moins. Et M. Poutine n'est pas tombé dans la provocation, car c'en était évidemment une, qui appelait une réplique, tout simplement. Hein. Ce genre d'attaque appelle une réplique militaire. Hein. Dans la tradition de toutes les armées, c'est ça. Hein. Et là, donc, Zelensky dit non, même pas mal. On va discuter maintenant que je vous ai mis des bombes sur la figure. Alors évidemment, Monsieur Poutine, lui aussi, mais attaque l'est de l'Ukraine depuis un certain temps, mais c'est quand même beaucoup acagnardé, replié et je dirais même enterré du côté du Donbass, sans montrer le moindre signe d'avancée en direction de Kiev, qui est la partie ouest de l'Ukraine, et qui visiblement n'intéresse pas du tout Monsieur Poutine, visiblement. Mais par contre, on comprend très bien pourquoi il est intéressé par la partie Est. Il y a deux raisons, une économique, qui dit qu'il y a dans les sous-sols du Donbass et des deux autres républiques de Louhansk, et j'oublie la troisième, eh bien dans ces endroits-là, précisément, il y a un sous-sol riche. Alors ce sous-sol, il est riche de quoi? Il est riche de terres rares, il y en a un petit peu, mais il est surtout riche de lithium. Et a priori, tout ce qui doit être la richesse des sous-sols de l'Ukraine est réparti à cet endroit précis. C'est-à-dire que la promesse qu'a faite M. Zelensky de donner ou de vendre ou d'échanger avec les Américains sur le fait de leur donner l'exploitation des terres rares qui n'existent que très peu et sont très rares effectivement, mais surtout le lithium, tout le lithium c'est du côté de M. Poutine. Donc il a un petit peu, passez-moi l'expression, mais il a un peu bluffé Monsieur Trump en lui faisant croire qu'il allait pouvoir lui payer tout ce qu'il lui demandait avec du lithium qui n'existe pas ou qui n'existe que du côté de Monsieur Poutine. Donc on est en plein gag. On en rirait si c'était pas important et grave. Quant aux décisions européennes d'intervenir sur le champ de bataille éventuellement ukrainien qui ont été prises à la volée, comme ça, des décisions qui ont été prises à la volée par Monsieur Macron et Madame Van der Leyen qui au relais, si je puis dire, d'intervenir parce que tout simplement Monsieur Zelensky était aux abois et que en tant qu'allié dans le cadre de l'OTAN, tout le monde, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest, se doit de porter secours à Monsieur Zelensky qui lui ne fait pas partie de l'OTAN, je le rappelle. Enfin en tout cas son pays, l'Ukraine, eh bien tout ça a été bouleversé par le retournement de veste de M. Zelensky qui finalement est d'accord pour mettre au point ou faire une rencontre par laquelle il y aura un cessez-le-feu de 30 jours à l'issue duquel je suppose qu'on vérifiera si ce cessez-le-feu a été efficace. C'est-à-dire si ça leur fait du bien de ne plus prendre de bombes sur la figure, si ça leur fait du bien de ne pas être attaqué par les canons russes dans l'autre sens. Et puis on suppose que oui, pour les gens, les pauvres piou-piou qui sont sous les bombes.
Mais qu'est-ce qui ferait qu'on reprendrait les hostilités au bout de 30 jours? Eh bien, c'est qu'on ne se serait pas mis d'accord. Donc, on continuerait à se taper dessus avec des conséquences et surtout avec la possibilité d'une escalade politique qui nous mènerait évidemment dans les endroits les pires. Ce que souhaite apparemment Monsieur Zelensky, qui ne s'y serait pas pris autrement s'il avait désiré la continuité de la guerre. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'au sein même de l'Europe, il y a au moins 2 pays qui disent non à la proposition de Madame von der Leyen, de ce que tu évoquais tout à l'heure, Sylvain, à savoir de créer un fonds commun, si je puis dire, un fonds commun. À partir de quoi, ça c'est un autre débat, mais de créer un fonds commun monétaire dans lequel on irait piocher pour les dépenses de guerre sur l'Europe, avec l'Europe. Donc ce serait l'Europe qui deviendrait une puissance militaire, alors qu'elle ne l'a jamais été. Et tout ça à coût de millions et de milliards. Donc on est à 800 milliards, je crois, 800 milliards de propositions faites. Cette proposition par Madame von der Leyen et Monsieur Macron était d'accord. Tout ça suppose que chacun des pays de l'Europe, eh bien, augmente sensiblement sa part du PIB dans les dépenses militaires, évidemment. Donc, ce que aucun des pays d'Europe n'est en mesure de faire pour cause de, allez, on va dire, de manque d'argent, pour être poli, ou de semi-faillite, pour être beaucoup plus clair. Donc voilà. Donc, et il y a 2 pays qui ont dit non. Premièrement, c'est l'Italie qui dit, Madame Meloni, qui dit, bien non, non, il y aura pas, on versera pas une seule goutte de sang d'un militaire italien dans cette affaire-là. Hors de question. Donc déjà, l'édifice est plus qu'ébranlé hein, quand on est censé être 27 pays soudés comme les 10 doigts de la main, comme on dit, hein, et qu'il y a déjà un doigt qui disparaît, ça fait bizarre. Et puis il y a un deuxième doigt qui a disparu, c'est, figurez-vous, ce sont les Dutch en anglais. Les Dutch, ce sont les Hollandais pour nous. Hein. Donc les Hollandais ont dit non. Voilà. Donc et on sait que la Hollande a aussi une partie importante des décisions européennes. Bon, voilà. Alors ils ont dit non par voie parlementaire, qu'ils ne donneraient pas d'argent, tout simplement. Donc ça fait déjà 2 de chute. On peut s'attendre à d'autres défections, compte tenu du fait que M. Macron se retrouve maintenant un petit peu bêta et un petit peu tout seul, du fait que M. Zelensky lui a coupé l'herbe sous le pied, c'est-à-dire lui a fait une crasse. On disait ça comme ça dans ma jeunesse, dans les cours d'école. C'est-à-dire qu'il il l'a pas prévenu, sans le prévenir, il a pris la décision de effectivement aller à cette proposition de M. Poutine et de M. Trump, de discuter sur un cessez-le-feu. Donc voilà, donc il doit l'avoir un petit peu mauvaise, monsieur Macron, et il s'aperçoit qu'il ne compte pour rien, c'est-à-dire que les paroles qu'on peut lui donner ne valent rien, même de la part de monsieur Zelensky, qui lui-même n'est rien, je le rappelle, hein, puisque monsieur Zelensky est tout simplement n'est plus élu, a dépassé son mandat depuis longtemps. Et il ne s'est maintenu à son gouvernement que pour une seule raison qui est en fait un prétexte, c'est de dire en cas de guerre, je reste le temps que je veux parce que dans la Constitution c'est marqué comme ça. Bon. Et monsieur Zelensky, lui, il ne se rend pas encore compte qu'il est sous la férule à la fois de M. Trump, qui visiblement a quand même un petit peu d'autorité sur lui, dans la mesure où il est l'homme qui va lui prêter ou qui va lui donner ou qui va lui vendre, pour plutôt un certain nombre de matériel dont il a besoin, ne serait-ce que pour commander ses avions, et qu'il n'a pas sans les Américains. Et M. Trump dit une chose très étrange. Il lui dit, bah écoute, puisque, c'est toi hein, évidemment, hein, puisque tu as accepté de venir à la table des négociations pour parler d'un cessez-le-feu, eh bien, tout de suite, je te rends tout ce que je t'avais pris, tout ce que je t'avais retiré, des armes dont tu as besoin, etc., pour lutter contre la Russie en cas d'attaque. Mais dans la contrepartie, ce que je te demande, c'est que Kiev, donc ta capitale, hein, lève un petit peu le pied sur l'agressivité vis-à-vis des Russes. Alors ça, c'est très, 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 très bizarre, quoi. Imaginez que vous disiez à quelqu'un, je vais te donner des armes, mais surtout tu t'en sers pas pour que la paix demeure, quoi. Si vis pacem para bellum, comme on dit, hein. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc ça, c'est un petit peu la logique de Monsieur Trump, mais c'est une logique qui se perd un petit peu dans les sables, hein, ou dans les neiges sibériennes, je ne sais pas comment on pourrait dire. C'est une logique qui est un petit peu floue, dans la mesure où on ne comprend pas très bien comment à la fois on veut la paix, et que pour avoir cette paix, on donne des armes aux plus belligérants de ceux qui sont autour de la zone de combat. Donc c'est une bizarrerie, alors venant de M. Trump, évidemment. On n'a pas la réaction de M. Poutine, alors dont je disais tout à l'heure qu'il doit quand même un petit peu se plaindre d'avoir pris des bombes sur la tête à Moscou, et que ça forcément va pas aller dans le sens d'arranger les bilans.
Quant à M. Poutine, et pour aller jusqu'au bout de la logique, lui, depuis le début de ses projets de négociation, nous dit toujours la même chose. Il nous dit, moi, je veux ça, ça et ça, et à partir du moment où j'ai ça, tout ce que je viens de vous dire, eh bien, on pourra commencer à discuter. Or, en face, on lui dit, non, non, ce dont on veut discuter, c'est déjà de ce que tu prétends que tu devras avoir. Et après, on verra si on peut négocier. Ben, je pense que dans ces conditions-là, il n'y aura aucun aboutissement et qu'au bout de 30 jours, les hostilités vont reprendre. Je vous fiche mon billet de ça. Sauf s'il arrive un événement extraordinaire dans l'intervalle où on va s'apercevoir que monsieur Zelensky, qui est un chevalier de guerre, alors je suis désolé pour notre ami Jean-Pierre ici présent, qui n'aime pas certains mots, on va dire d'hostilité, qui est un chevalier d'hostilité, eh bien voilà. Et donc ce monsieur Zelensky, qui est un chevalier, alors chevalier qui représente qui, à part lui-même, hein, bien sûr, hein, il a forcément derrière lui des personnes qui le poussent en avant et qui lui disent non, non, ce qui nous arrange nous, c'est la guerre. Donc tu vas faire comme pour la guerre, hein, voilà. Donc les hostilités, pardonnez-moi. Donc voilà, donc il est un petit peu pris entre le marteau et l'enclume, Monsieur Zelensky, c'est-à-dire que soit il fait la paix et il disparaît, soit il maintient des hostilités et il risque aussi de prendre une balle mal placée, hein, si je peux me permettre, ou tout simplement de payer cher les conséquences de son agression contre Moscou il y a 3 jours. Donc voilà où nous en sommes. Si vous avez un commentaire, chers collègues, à donner sur ce préambule. Jean-Pierre, un commentaire peut-être. Les choses prennent du temps. Et plus nous prenons le temps de leur laisser le temps, plus elles viennent presque à l'insu de notre prévision. Alors, prenons le temps de penser à la paix, s'il vous plaît, et laissons à la vie le temps qui lui est nécessaire pour instaurer notre désir. Merci. Merci Jean-Pierre. Nous allons prendre le temps également de regarder l'actualité en images. Philippe de Villiers aujourd'hui qui va nous expliquer un petit peu sa vision de l'Europe. Donald Trump s'est trompé il y a quelques jours lorsqu'il a dit « l'Europe a été inventée pour nous emmerder ». En fait, il s'est trompé parce que l'Europe est née dans le giron du pacte atlantique, dans le giron de l'Amérique. L'Europe a été conçue comme un espace sans frontières, sous le parapluie américain, avec une architecture post-politique, sans aucun ressort de puissance, sans aucune volonté de puissance, et avec un fédérateur extérieur qui était l'Amérique. D'où la panique lorsque Donald Trump explique « l'OTAN n'est plus pour nous une priorité, on regarde ailleurs, la zone qui compte, la priorité, c'est le Pacifique, c'est le piège de Thucydide, c'est la Chine. » Et pendant ça, que fait Emmanuel Macron? Emmanuel Macron applique la doctrine Monnet du spillover effect, l'effet d'engrenage. L'Amérique était le fédérateur extérieur de l'Europe, et donc Emmanuel Macron se sert de l'Ukraine comme fédérateur de substance, en essayant de provoquer le chaos fédérateur. Selon la doctrine Monnet, ouvrir une crise, puis s'y engouffrer pour fédéraliser les États. Sans doute qu'Emmanuel Macron a pour ambition secrète de devenir le futur président du Conseil de cette Europe. Au secours, en même temps, ne vous inquiétez pas, cela n'arrivera pas, tout comme la guerre avec l'Ukraine ou la Russie, ou je ne sais pas, ou tout comme un nouveau coronavirus, par exemple, ça n'arrivera pas non plus, ça n'est pas arrivé d'ailleurs. Alors il y a des choses effectivement qui n'arriveront pas parce qu'elles ont été victimes d'un effet d'annonce qui avait pour but de sidérer les gens pendant quelques heures ou quelques jours. Et une fois ce but atteint, on passe à autre chose. Lorsqu'il cite, Monsieur de Villiers, lorsqu'il cite l'intervention des Américains pendant la guerre, effectivement, ou à l'issue de la guerre de 1939-45, on s'aperçoit que tout avait été prévu par Monsieur Roosevelt, donc président des États-Unis à l'époque, pour que la France et une grande partie de l'Europe, et en particulier l'Allemagne aussi, deviennent tout simplement des vassaux de l'Amérique, tout simplement. Je rappelle que le nom de Opération Overlord, que nous connaissons tous de nom, puisqu'il s'agit de cette opération par laquelle le 6 juin 1944, nous avons été libérés de la présence allemande, on va appeler ça comme ça. Overlord, ça veut dire suzerain.
Ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on nous envahit parce qu'on devient votre suzerain. Donc l'Amérique était suzerain de l'Europe, et en particulier de l'Allemagne et de la France, qui s'étaient raccrochés au wagon allemand pendant la guerre, rappelons-le tout de même. À part l'épisode de monsieur de Gaulle, qui lui a mis le grain de sable dans le système américain, qui voulait créer via l'AMGOT. Je ne veux pas vous embêter avec le sigle AMGOT, mais ça voulait dire tout simplement l'organisation de territoires extérieurs gérée par les Américains. Donc c'était très clairement, la France faisait partie de l'AMGOT. Voilà. Alors il a fallu l'intervention de Charles de Gaulle pour que cet AMGOT finalement on passe aux oubliettes, et que finalement on n'ait pas un argent américain en France, et que finalement il s'est passé beaucoup de choses. Et grâce à cette intervention très forte de Charles de Gaulle, il faut lui reconnaître qu'il a sauvé la souveraineté de la France à cette époque-là, pour longtemps à mon avis. Donc voilà. Donc les Américains, effectivement, c'est pas une erreur quand Monsieur de Villiers dit Monsieur Trump se trompe, sur le jeu de mots. Eh bien, il a tort. Il ne se trompe pas. Il commet une faute contre l'histoire, tout simplement. Hein. Il y a des erreurs possibles et il y en a qui le sont moins. Donc là, il fait une faute contre l'histoire en espérant sans doute que notre mémoire de moineau en Europe fasse qu'on ait totalement oublié cette histoire, justement. Hein. Alors, c'est pas le cas, pas tout à fait. Et cette histoire nous permet également de réagir d'être en réaction par rapport à ce qui va se passer chez l'adversaire dès lors qu'on connaît ses habitudes. Si on ne connaît pas ses habitudes, on est à chaque fois pris de court par des décisions qui peuvent nous déstabiliser, comme ça a été le cas il y a quelques jours en arrière, et que M. Trump a plus que fait laisser entendre aux Européens. Hein. Il leur a dit carrément, le temps pour c'est fini. Nous, on va se retirer. Vous allez vous débrouiller avec M. Poutine directement, et nous les Américains, on va se replier sur notre précaré qui est l'Amérique du Nord. Et là, on en revient à ce que M. Trump avait déjà évoqué, à savoir le rattachement du Canada aux États-Unis d'Amérique, ce qui avait fait grand bruit, souvenez-vous. L'affaire n'est pas perdue d'ailleurs. Hein. N'est pas perdue pour plusieurs raisons, et essentiellement des raisons économiques. Voilà. Donc oui. Est-ce que Jean-Pierre, tu veux dire quelque chose? Non, je cache la caméra parce que quelqu'un. Ah, tu tiens la caméra. On voit ta main en bon plan, donc je me demandais si. Jean-Pierre fait preuve de discrétion. Il a complètement raison. J'assume de montrer mon visage, mais pas celui des autres. À chacun sa responsabilité. Bien sûr, responsabilité de l'image. Très bien. Donc, oui, alors je veux bien dire quelque chose. Vas-y, je t'écoute. Profitons-en. C'est que M. Trump n'a rien à voir avec le passé de l'Amérique. M. Trump, c'est un businessman, c'est-à-dire business, c'est bonnes affaires. Si elle est bonne pour tous. Et c'est quelqu'un qui fait des affaires dans le présent. Donc, il se fiche pas mal du passé de l'Amérique. Donc, on ne peut pas l'associer avec ce qu'ont fait les truands qui faisaient semblant de gouverner l'Amérique avant lui. C'est une nuance importante. Cet homme, à mon sens, vit dans le présent. Donc, ne lui faisons pas peser sur les épaules le poids du passé. Merci. Allez, on va attaquer le sujet de ce soir. Comme vous l'avez entendu, il y a eu donc des accords signés lundi, un cessez-le-feu par rapport à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc, nous avons titré l'émission de ce soir « La paix va prévaloir ». Et oui, la paix va prévaloir parce que nous espérons bien, et nous ne faisons pas qu'espérer, nous nous appuyons sur des faits, que cette peine, on va l'appeler ces hostilités, par respect pour Jean-Pierre ici présent, les hostilités ne seront pas suivies des faits, c'est-à-dire qu'elles n'auront pas lieu tout simplement. Parce que on a déjà donné une bonne raison avec ce qui s'est passé avec le Parlement hollandais des Pays-Bas, hein, de ce qui s'est passé avec Madame Meloni qui a dit non, pas une seule goutte de sang d'un soldat italien ne sera versé pour cette affaire-là. Donc il y a un retour en arrière, il y a plus qu'une hésitation, hein, il y a carrément le camp du non, on va l'appeler comme ça. Hein. Je suis bien certain que qu'en Hongrie, qu'en Tchéquie, en Slovaquie, tous ces pays soient pas du tout d'accord pour rentrer en guerre non plus. Pour l'instant, ils ne l'ont pas encore manifesté. Ils observent un petit peu les forces en présence, comme on dit, hein, avant de se positionner. D'autres l'ont déjà fait. Donc voilà. Quant à la France, elle suit M. Macron qui a décidé que de toute manière, quoi qu'il en coûte, n'est-ce pas, eh bien, on irait la fleur au fusil se battre sur le territoire de l'Ukraine si c'était nécessaire. Et si vraiment il le fallait, eh bien, on utiliserait les moyens suprêmes. Donc les moyens suprêmes, hors de question de les utiliser, car si simplement une ogive sortait d'un quelconque endroit du territoire français,
eh bien, sa vélocité serait supplantée par celle des ogives russes qui avaleraient l'objet, voilà, comme si c'était un cachet d'aspirine. Et donc, et l'inverse étant vrai, c'est-à-dire que eux les Russes, bénéficient d'ogives qui sont hyper véloces et qui nous attendraient avant même qu'on ait le temps de dire ouf, comme on dit. Hein. Donc, stratégiquement, c'est plutôt mal vu. Alors, à moins qu'il y ait des informations militaires que nous ne connaissons pas. Mais les Russes qui ne sont pas réputés pour être des grands divulgateurs de leur arsenal ont pourtant montré des choses et qui prouvent que, compte tenu de leur discrétion habituelle, qu'il y en a d'autres derrière qui ne sont pas forcément connus du grand public et qu'on a toute raison de penser que militairement, la Russie, elle a déjà gagné cette bataille de l'Ukraine et que pour l'instant, elle s'est arrêtée. Alors, c'est pas les délices de Capoue, hein, comme on disait quand on faisait du latin. Elle s'est arrêtée, non pas pour se reposer et compter fleurette, mais elle s'est arrêtée pour des raisons stratégiques, tout simplement, en attendant que justement on passe de la guerre au pourparler. Lorsque l'échec est patent, il y a lieu de savoir comment on fait pour redistribuer. Voilà. Et la vérité, c'est que c'est vrai aussi pour la Chine. On peut aussi se dire, eh bien, qu'est-ce qu'attend Monsieur Trump pour aller négocier avec la Chine? Alors pourquoi la Chine? Tout simplement la Chine. Parce que c'est le gros morceau du moment. Donnons quelques chiffres. Il y a, je crois, 1,8 trillion, les trillions, je ne ferai pas l'insulte de vous dire ce que c'est, de dollars, que la Chine possède en avantage commercial. C'est-à-dire en excédent commercial de la Chine est de plus 1,8 trillion. Voilà. Et je rappelle pour mémoire que le déficit commercial des États-Unis d'Amérique est de moins 1,2 trillion. Vous voyez qu'il n'y a pas loin, c'est presque symétrique autour de zéro, quoi. Donc il est évident qu'il y en a un qui a de quoi discuter et puis l'autre qui a de quoi écouter, et non pas l'inverse, quoi. C'est pas celui qu'on croit qui va écouter, c'est celui qu'on croit qui va parler. Voilà, donc les Chinois sont patients, ils savent que militairement ils ont tout ce qu'il faut, matériellement ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont aidés par les Russes sur l'ingénierie, c'est tout à fait possible. Et ils ont eux-mêmes leurs propres produits dont on voit quelques échantillons sortir sur le plan civil, mais on peut imaginer que sur le plan militaire, ils ont également tout ce qu'il leur faut. Donc, où est la puissance de l'Amérique dans tout ça? C'est exactement ce dont on a besoin, nous occidentaux, aujourd'hui, ce qu'on a besoin de savoir et de comprendre. Après, si on s'aperçoit que les États-Unis d'Amérique sont au 36e dessous, et apparemment ils le sont, on se pose des questions. Mais alors, où vont-ils récupérer de l'argent? Première réponse, auprès du Canada. Le Canada qu'on a évoqué tout à l'heure, et qui, lui, n'est pas en faillite, contrairement à son grand voisin du Sud. Donc, s'il devait y avoir un rachat, ça serait plutôt, logiquement, un rachat des États-Unis d'Amérique par le Canada. D'autant que on a aujourd'hui un nouveau prétendant à la gouvernance canadienne, alors qui est un certain monsieur Mark Carney, voilà, et qui est on va dire un mondialiste bon teint, probablement pire encore que n'était monsieur Trudeau, son prédécesseur, qui n'est pas encore sorti, mais qui va bientôt sortir. Voilà, donc il y a tout à parier sur le fait que dans le cadre de ce mondialisme, M. Carney, nouveau président du Canada, eh bien, a plutôt besoin, lui, de se dire comment effectivement on peut travailler ensemble avec les États-Unis d'Amérique pour éviter des droits de douane, qui sont un peu ridicules, un peu stupides. Effectivement, il y a une affaire économique entre ces deux régions du nord de l'Amérique. Mais surtout, qui va apporter le chapeau? Enfin, je veux dire, qui va être le patron, quoi. Hein, voilà, ça va être ça l'enjeu. Et puis même chose pour le canal de Panama. Bon, voilà. Donc en fait, on commence à avoir une logique s'articuler dans tous les propos de Monsieur Trump, qui dit pas toujours des choses vraies ou tentées, mais qui se découvre toujours intéressantes, ces choses-là, un petit peu plus loin dans le temps. Et là, on reparle du Canada, et donc on constate premièrement changement de patron au Canada. Deuxièmement, c'est pas le Canada qui est en déficit, c'est les États-Unis d'Amérique. Et troisièmement, qui va être le patron dans pas longtemps. Voilà. Donc, je dis pas que Monsieur Trump va être le patron de tout, mais il cherche à récupérer de l'argent un petit peu partout. On a parlé tout à l'heure de l'Ukraine. L'Ukraine, où Monsieur Zelensky lui a promis que il lui donnerait tout ce qu'il a en terres rares et en lithium. Et en fait, tout ce qu'il a, c'est pas grand-chose, quoi. C'est à peine 5% de ce qu'il a promis, quoi. Et monsieur Trump va finir par se rendre compte qu'il s'est fait gruger, s'il ne le sait pas déjà, évidemment. Et dans ce cas-là, qu'a-t-il prévu comme coup suivant? Alors, le coup suivant, il n'aura pas lieu sans monsieur Poutine. C'est lui qui tient le jeu, en fait. Hein.
Donc on voit que l'Europe est en attente, que M. Macron s'est fait promener, s'est fait promener par M. Zelensky, s'est même fait promener par M. Trump, quelque part, puisqu'il n'était pas du tout au courant de ce que Trump allait annoncer au sujet de l'Europe, et M. J.D. Vance, qui est son Premier ministre, qui lui-même a fait ce discours à Munich, voilà, et qui a surpris tous les Européens occidentaux. Donc, en le temps qu'on se remette de notre surprise, qu'on réalise que si l'on n'est plus dans l'OTAN ou si on n'est plus aidé par la force des États-Unis d'Amérique, nous ne sommes plus qu'un nain militaire face à la Russie, le temps qu'on réalise tout ça, alors qu'on n'avait pas du tout prévu qu'un jour on sortirait de l'OTAN, ben on y est, on est dehors, ça y est, on nous a tiré le tapis sous les pieds, si je puis dire. Et donc, il va falloir trouver une solution pour se réarmer. Et dans la panique, eh bien, on dit à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour réunir 800 milliards d'euros sur 10 ans, même sur 10 ans? C'est pas possible, on n'en a pas les moyens, même si Madame van der Leyen, de façon très généreuse, il y a une ironie dans ce que je dis, donne une sorte d'imprimatur ou de droit divin de pouvoir emprunter pour les pays au-delà de ce que d'habitude on avait l'habitude de leur donner comme limite basse d'emprunt. Donc voilà, donc elle dit, vous pourrez encore plus creuser votre déficit si ça participe de la nouvelle armée européenne. Bon on est content de l'apprendre, on était déjà dans les 36e dessous comme on dit, et aujourd'hui on sait qu'on va creuser encore plus pour aller alimenter des hostilités du côté de la Russie qui n'ont aucune logique avec nous. Nous n'avons aucun différent avec la Russie, en tout cas direct. Voilà, la seule chose que les Russes demandent, c'est ces fameux territoires qui sont déjà occupés, en fait, et puis quelques autres petites choses. Donc voilà, voilà où nous en sommes. Alors, est-ce qu'il y a à ce niveau-là... Alors, j'aimerais pouvoir dire aussi une chose intéressante, je m'étais promis de vous le dire. Il y a des personnes dont je ne sais pas leur nom, mais qui disent des choses qui me frappent et que je trouve intéressantes. Alors l'Occident, c'est quoi? L'Occident, c'est un groupe de dirigeants qui ont été soumis au chantage, à la corruption et au lavage de cerveau toute leur vie pour croire en un certain paradigme. Je trouve ça assez génial. Il y a des gens qui y croient. Je pense que M. Macron y croit en un certain paradigme. Je crois que nous avons, même aux États-Unis, des gens qui y croient en un certain paradigme. Vous vous souvenez peut-être du nom de Monsieur Pence. Je crois que c'était John Pence, sauf erreur de ma part, son prénom, je suis pas sûr. Mais il a été, alors qu'est-ce qu'il a été vice-président, non, alors ça c'est autre chose. Monsieur Pence, ça a été effectivement le premier ministre de Monsieur Trump lors de sa première mandature. Il s'est avéré qu'il était beaucoup plus du côté de l'État profond que du côté de Monsieur Trump. Voilà. Et donc, ce que nous constatons, c'est qu'il est en prison, il a été arrêté. Et il a commis des crimes divers et variés, notamment sur les enfants, je vous passe ces détails, et il est jugé par une dame qui est l'amiral Reynolds. Voilà, c'était ce monsieur, et donc il se défend bec et ongle, c'est pas moi, on m'a menti, on vous a menti, madame l'amiral, etc., madame le juge, on vous a menti. Bon, et puis finalement, il part dans des tremblements, tels qu'on en a déjà observé chez d'autres personnes qui avaient été condamnées à des peines lourdes et qui venaient justement de l'état profond. Et on a les mêmes réactions physiques. C'est-à-dire on est sur des gens qui sont soit, c'est pas la petite capsule de cyanure, c'est pas lié à ça, ils ont pas ça sur eux. Par contre, ils ont des comportements communs, souvent, et de se dire, ou de faire en sorte qu'ils sont dans des scènes d'épilepsie, ou carrément quelque chose qui y ressemble, et qui leur sont communes. Donc leurs croyances sont si fortes qu'ils ne pensent pas qu'ils ont commis tous les crimes qu'on leur met sur le dos, et qu'ils pensent que en rentrant dans certaines transes, eh bien, ils vont résoudre tous leurs problèmes. Parce qu'on a dû leur expliquer dans certaines sessions, j'imagine, et depuis longtemps, et depuis peut-être même leur enfance, on a dû leur expliquer un certain nombre de choses, et ils se conforment à cette attitude-là. En cas de si vous êtes pris, vous réagissez comme ça. Donc c'est une formation d'agents secrets, c'est une formation de gens dont le cerveau a été, je ne sais pas comment dire, lavé, tout simplement, je l'ai dit tout à l'heure, et qui croient à des choses fantastiques. Voilà, oui. J'entends un... Non, j'ai cru alors. Peut-être... Pardon, c'est moi qui ai fait du bruit avec mes styles. Non, mais je t'en prie. Oui, ou peut-être que j'ai murmuré quelque chose du style « il croit à leurs rêves ».
Voilà, exactement, ils y croient, quoi. Bon, voilà. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la Russie a été attaquée par des drones et on devrait parler aussi d'un bureaucrate du Department of Justice. Alors, c'est un petit peu, je suis désolé pour ceux qui nous écoutent et qui n'aiment pas ça, mais on parle un petit peu des États-Unis, là, hein. C'est pas trop franco-français pour l'instant, hein. Euh, alors, Adam Cohen, savez-vous qui est monsieur Adam Cohen ou Adam Cohen? C'est un ex-bureaucrate du Department of Justice qui était un agent clé de l'empire criminel. L'empire criminel, donc c'est l'État profond, on va pas revenir. Alors qu'est-ce qu'il faisait ce monsieur? Il pratiquait de la suppression de preuves. Il enterrait des enquêtes et il protégeait le commerce international des enfants et les plus voilà. Effectivement, il protégeait un commerce international des enfants. Et il vient d'être quoi? Il vient d'être débarqué. Alors débarqué, on pourrait le dire en anglais, c'est laid off, c'est le terme exact. Moi, je dirais plutôt fired, qui est un terme un peu plus explicite. Et je pense qu'il a dû être fired par Monsieur Trump. Mais pour l'instant, il est libre. Bien qu'on sache tout ce qu'on sait sur lui. Donc, enfin, à mon avis, il faut qu'il profite de sa liberté le plus possible. Voilà. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a dit tout à l'heure que on remettait à Monsieur Zelensky des armes puissantes. Donc, ça, je confirme, je l'avais noté. Et puis la réunion qui a eu lieu en Arabie Saoudite a conduit vers effectivement ce qu'on disait tout à l'heure également, cette réunion pour le cessez-le-feu. Et puis j'ai parlé également du Parlement hollandais qui s'oppose au vote de 800 milliards d'armements demandé par Madame van der Leyen, juste après le refus de Madame Meloni, de participer à aucune intervention militaire. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des Oui, questions? Jean-Pierre a demandé la parole. Jean-Pierre, nous t'écoutons. J'ai entendu Philippe dire que certaines personnes, quand ils sont confrontés à certaines situations, sont pris de tremblements. Il existe pour les chiens un collier qui leur donne des décharges quand ils dépassent certaines limites. Alors, je me suis demandé si ce genre d'ustensile existait pour les humanoïdes. Dans ce cas-là, on ne pourrait pas leur en vouloir de dire un peu n'importe quoi. Merci d'avoir entendu. Si à chaque fois qu'ils disaient n'importe quoi, ils prenaient une décharge électrique, ils auraient les cheveux en permanence au-dessus de la tête, quoi, bien dressés. C'est-à-dire n'importe quoi dans le sens des choses qui ne plaisent pas aux gens qui leur ont posé peut-être cet ustensile. Et d'ailleurs, c'est en disant n'importe quoi que l'on devient n'importe qui. Ah. Oh, alors ça. Alors ça, à vérifier ça. Bon, bien très bien. Oui. Oui, simplement faire le lien entre tout ce qu'on vient de dire et nous, c'est-à-dire la France bien sûr et le CNTFCH. Disons que on assiste à un théâtre extraordinaire. Pour l'instant, la France, on est en décalé, mais il y a d'autres pays qui sortent du jeu et qui rentrent dans le jeu. Je vais vous en citer un autre, c'est par exemple Israël, qui jusqu'à maintenant faisait la une de tous les journaux, et on n'entend plus trop parler d'Israël, mais c'est à mon avis partie remise. Et la France sort du jeu aussi, parce que si on s'en est sorti toute seule, on l'a méprisé, on l'a piétiné. Monsieur Macron doit penser ses blessures avant de penser à revenir sur la scène internationale pour parler de ce qu'il voudra bien parler. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie France, et puis cette partie-là qui fait qu'on observe un jeu de gens qui sont sous intervention et pas dans l'intervention. La Russie est muette pour l'instant. M. Poutine n'a pas répondu même aux attaques des drones, donc il probablement se prépare un autre coup. Pour l'instant, c'est M. Trump qui distribue la parole, en tout cas la sienne, et nous on écoute. Alors on écoute. Alors qu'est-ce qui peut se passer en France? À mon avis, pas grand-chose, et je pense qu'il ne se passera pas grand-chose non plus sur la scène internationale, car aussi bien la Russie que la Chine, que d'autres pays comme l'Inde, n'ont aucun intérêt à vitrifier la surface du globe, sachant qu'ils en sont capables, évidemment, techniquement, mais je ne vois pas intellectuellement pourquoi ils le feraient. Voilà, il ne faut pas confondre M. Poutine avec l'hippopotame de la fable que vous connaissez, la fable de l'hippopotame et du scorpion. Le scorpion qui veut traverser la rivière et qui demande à l'hippopotame de bien vouloir le porter sur son dos car il n'aime pas l'eau. Et l'hippopotame lui dit, si je fais ça, tu vas me piquer, je vais mourir. Et le scorpion lui répond, mais si tu meurs, je meurs aussi noyé. Donc voilà, tu ne risques rien. Ah tu as raison. Donc il passe un
accord, et au milieu du fleuve, le scorpion pique l'hippopotame, qui, avant de mourir, lui dit, mais pourquoi t'as fait ça? Et le scorpion lui répond, parce que c'est dans ma nature. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il faut se méfier. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'intelligence, on n'est plus dans la logique. On peut, à un moment donné, tomber sur des gens qui agissent hors toute logique, de façon suicidaire, y compris. Mais ce que je ne crois pas qu'il va arriver, parce que nous avons quand même autour du monde quelques personnes qui sont du côté de la paix, qui pensent qu'il ça vaut encore le coup de faire progresser cette race humaine sur la surface de la Terre, car elle a des choses à faire, elle a des choses à dire, des choses à montrer, qui s'éloignent des hostilités meurtrières, et qui nous renvoient vers la créativité tout simplement. Et c'est de ça dont on a besoin. Et c'est vers cette lumière-là qu'à mon avis, les choses vont se tourner dans très peu de temps. Voilà. Et il y a une date également qu'il va falloir retenir, c'est le 25 novembre. Le 25 novembre, le jour où aura lieu le procès qui nous permettra de savoir si Jean-Michel est devenu Brigitte. Alors où certains préparent la guerre, je voulais dire ceci pour clôturer. Le Conseil national de transition français, canal historique, lui propose la paix et la justice. Merci à vous, la France libre de retour dans 48 heures, vendredi pour une nouvelle édition. Merci Philippe, merci Jean-Pierre, excellente soirée à vous.